Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h GMT. La peur et les appels au boycott d'une partie de l'opposition ont plombé le double scrutin législatif et municipal de février dernier. Le climat d'insécurité dans les régions nord-ouest et sud-ouest a dissuadé de nombreux électeurs qui ont préféré rester chez eux. Au même moment, l'appel au boycott lancé par le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, finissait de justifier le faible taux de participation à cette élection. 28% pour une partie de l'opposition contre 43,75% selon les chiffres officiels. Quel que soit le bout par lequel on prendrait la chose, nombre d'observateurs continuent de penser que les Camerounais n'étaient pas sortis en masse le 9 février pour remplir leur devoir de citoyens. Ce qui, de fait, remet au goût du jour la question de la légitimité des élus du double scrutin de février 2020. Ce sont ces derniers qui sont appelés dimanche prochain à opérer le choix historique des tout premiers conseillers régionaux du pays. Autant la légitimité de ce premier collège électoral est questionnable, il en est de même pour celui des représentants du commandement traditionnel avec de nombreux trônes véritablement contestés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Élection régionale 2020, quelle légitimité pour les collèges électoraux? Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir, on va commencer par la dame, Ba Akwen Nadia. Good evening. Good evening. You're welcome. Good evening, Mr. Serge Alaoutou. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. Je voudrais envoyer une salutation spéciale à tous les milliers de militants du PCRN. Ouais. Et je ne veux rappelle pas que vous êtes candidate PCRN dans le Vouri. Oui, je suis candidate PCRN dans le Vouri. Et je voudrais aussi envoyer les salutations spéciales à mon président, l'honorable Cabral Libi, le seul homme qui a pu enlever la jeunesse et les impulser dans les prises de décision dans ce pays. Merci. C'est pourquoi vous lui envoyez des salutations spéciales. Parce que normalement, je ne dois pas appeler ce nom en masse. While sitting down, I was supposed to stand up because that name is a name that has brought so much smile. Vous devez vous lever quand vous parlez de Cabral Libi? Bien sûr, parce que... Ah bon? Oui, vraiment, parce que l'honorable Cabral Libi, c'est un monsieur qui a donné beaucoup de sourires à la jeunesse. Vous allez accepter avec moi que la population du Cameroun est dominée par la jeunesse. Mais la jeunesse a été laissée sur les prises de décision qui les concernent immédiatement. Donc l'honorable Cabral Libi a relevé ça dans la jeunesse pour pouvoir les donner la possibilité de prendre part dans les décisions. Et je vais vous dire, moi j'ai 28 ans, je suis vice-président de l'Édis Diaspora, donc c'est une grâce. Merci. Ok. Un jeune qui fait confiance à d'autres jeunes. Bien sûr. Voilà. Bernard Thiaye, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, je suis heureux de revenir sur votre plateau. Ouais. Je voulais profiter de ce plateau pour féliciter le courage du camarade Douala Ipalais, qui est la tête de liste pour le compte de l'Union des populations du Cameroun. Pourquoi le courage? Le courage parce que, au sorti de tous les débats que l'UPC a eu avec le Conseil constitutionnel, je veux dire sur le plan judiciaire, ouais, c'est un courage pour l'UPC de revenir sur la... Je veux dire, mais ce n'est pas une affaire du camarade Ipalais seulement. Je sais, l'UPC en dehors du Vouri en liste dans l'Union Équelée. Je n'en disconviens pas. Il n'en demeure pas moins que le camarade des Palais, qui, comme les autres, oui, est à féliciter et je leur donne tout mon soutien pendant cette campagne électorale. Voilà, Bernard Thiaye de l'Union des populations du Cameroun. Didier Imko, bonsoir. Bonsoir Serge Alaoutou, bonsoir à mes companélistes. Je salue tous les conseillers municipaux du FSNC du Grand Nord, oui, qui doivent être aujourd'hui en pleine campagne. Je voulais leur demander, leur exhorter au nom du président national d'aller à ces élections en rang serré. Pourquoi vous avez des inquiétudes? Non, c'est ma façon à moi. Pourquoi vous dites
nous sortir ce discours? Non, ce qui se passe? Non, il n'y a pas de problème. C'est ma façon à moi de mobiliser mes camarades du parti qui sont élus. Je parle au nom du président national. Il faut aller en rang serré. Voyez-vous, Serge Alain-Autou, on va aux élections pour préparer d'autres élections. Oui. Et puis je salue la présence de l'Union des populations du Cameroun à ces élections. C'est un très très grand parti. Voilà, une élection sans l'UPC, c'est comme une élection sans l'UPC, c'est comme une Coupe du Monde sans le Brésil. Merci. Merci. C'est ce qu'on retient ce soir. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain-Autou, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir aux très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout de ce grand plateau. Voilà, directeur de la publication des Forums Libres. Je voulais dire une Coupe du Monde de football. Si pas avoir une Coupe du Monde de handball, bien. Ok. Bon, voilà. Aristide, je commence par vous. Voilà. Des régionales qui sont annoncées. On sait que c'est un scrutin quand même qui est réservé. Il y a le collège électoral qui est bien connu, mais ça ne bouge véritablement pas. C'est l'impression que vous avez aussi? Mais écoutez, il fallait forcément s'y attendre. Lorsque vous faites une simple lecture sur vous avez tout fait de parler du collège électoral. Lorsque vous avez scruté le collège électoral et mettre en lumière les candidats, les potentiels, ou alors les différents candidats investis par les différents partis politiques, vous comprenez, vous pouvez, avec calculette en main, essayer d'avoir le nombre à la fin, au soir du 6 décembre, le nombre d'élus des différents partis politiques. Donc, vu sur cet esprit, il est normal qu'un certain nombre de personnes, qu'on remarque que cette actualité ne soit pas aussi mouvementée comme les municipales ou les élections législatives. Donc, il y a Bernard Tchaye de l'UPC a tout fait de féliciter le courage du camarade Douala Epalé, la tête de liste. Parce que pour moi, en tant qu'observateur, en tant que journaliste et observateur de la scène politique, c'est comme si vous alliez à un combat perdu d'avance. Mais vous y allez quand même. Oui. Vous y allez quand même. Et du coup, on s'interroge. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il va bien faire? Moi, en tant que journaliste qui suit ces questions, qui suit l'actualité de l'UPC, je pense que l'UPC, je ne m'aventurerai pas, je n'irai pas vite en besoin. L'UPC est allé là-bas pour démontrer que je ne parlerai plus de faction, puisque la Cour suprême les a donné raison, conduit par le secrétaire général Baleguencote, est le véritable porte-voix de l'Union des populations du Cameroun. Et que dorénavant, il n'y a plus de deux UPC, comme ça se disait avant. Donc stratégiquement, c'est comme ça qu'il faut percevoir cette participation à ce scrutin. Et vous noterez que l'UPC avant je parlerai pas de débat, avant les problèmes rencontrés par l'UPC. L'UPC occupait un certain nombre de positions, notamment dans la Sanaga maritime, avec la mairie dans l'Union Ekele. Et c'était des positions totalement acquises à l'UPC. C'était des positions totalement acquises à l'UPC. Aujourd'hui, légitimement, l'UPC y va en disant, ben on ne sait jamais, peut-être ceux qui, en notre absence, ont voté par exemple pour le RDPC, peut-être ils se rendront compte que les choses sont revenues dans l'ordre et pourquoi pas reviendront entre guillemets à la maison. Donc pour revenir un peu dans le bruit, le camarade, je dirais pas le camarade, le confrère Douala Epalé, que je connais très bien, qui est directeur de publication d'un journal spécialisé dans l'économie et des finances, et spécialement de la bourse, c'est pas un novice dans l'UPC, c'est des militants de longue date, de première, qui ont milité à Bruxelles, c'est-à-dire que d'abord au Cameroun, à Bruxelles, et lors de son retour
ici au Cameroun, a continué à militer. C'est l'un des rares qui a encore le courage de porter le flambeau de l'UPC en disant l'UPC ne va pas mourir, l'UPC c'est un parti historique, il faut l'accompagner, il faut qu'il reste. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles Didier Imkoa voulait saluer la participation de ce parti historique, qui a gardé qu'au-delà de tout, lorsque vous aviez suivi les enseignements, c'est-à-dire en matière de politique, il n'y a plus d'école de cadre depuis l'école de cadre de l'UPC. Lorsque vous discutez avec un bon militant de l'UPC, vous en sortirez subjugué, parce que à l'UPC, il y a une très grande formation politique que malheureusement la plupart de nos partis n'ont pas. C'est récemment que le RDPC a créé l'académie qui est coordonnée par le professeur Elvis Ngolé, mais qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne ressent pas beaucoup en termes de formation. Il y a d'autres partis politiques, notamment le SDF, que ce soit même le MRC, on ne les sent pas beaucoup dans la formation des militants ou alors dans la formation des masses. Or, à l'UPC, il y a toute une âme dans la formation des hommes et de ses militants. Didier Imkoa, je vous passe donc la parole tout de suite. Vous voulez saluer le passage, la participation de l'UPC. Oui. Alors qu'il n'a pas d'élu. Oui, vous voyez, les élections sont les moments de marketing politique. Les élections sont les moments que l'homme, l'acteur politique, a l'occasion, a l'opportunité de s'exprimer, d'offrir, même pas d'offrir, de présenter son offre à la population. C'est vrai que ces élections, qui sont des élections dont on connaît les électeurs, c'est moins de 20 000 électeurs, on a à peu près 10 000 conseillers municipaux, peut-être moins de 5 000 chefs traditionnels. On connaît très très bien les électeurs, mais pour autant, c'est des espaces dont on a besoin lorsqu'on a une offre à présenter aux populations. Pourquoi je salue l'avènement ou bien la présence de l'Union des populations du Cameroun dans ces élections? Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est un parti historique. Tout Camerounais, moi je peux le dire peut-être de façon péremptoire, avec véhémence, tout Camerounais doit avoir le sang de l'UPC. Parce que c'est le parti qui a porté un combat nationaliste. L'UPC, c'était l'indépendance. Et puis ce qui lui est arrivé, l'atomisation de l'UPC par d'abord l'administration coloniale et après par ceux qui ont pu accéder au pouvoir, c'est tout à fait normal, vous comprenez. Parce que si vous faites une comparaison entre le FLN en Algérie, qui ont eu presque le même combat, mais à la seule différence que le FLN est arrivé au pouvoir. Donc si l'UPC était arrivé au pouvoir, elle aurait consolidé son unité. Bon, puisqu'elle n'est pas arrivée au pouvoir, elle devait gérer ses contradictions avec le tribalisme, avec tout ce qu'il y a comme trahison. Bon, l'UPC là, l'UPC est devenue ce qu'elle est devenue, mais moi je crois qu'il faut tout faire pour que ce parti puisse se consolider, parce que c'est un parti, comme l'a si bien dit mon ami Prince, c'est un parti qui a beaucoup de choses à apporter au Cameroun. Nous-mêmes, nous qui sommes au FSNC, nous ne manquons pas l'occasion de lire quand même moi par exemple j'ai beaucoup lu sur l'UPC, j'ai lu au moins 2 œuvres d'Achille Mbembe, celui-là qui a beaucoup écrit sur l'histoire de l'UPC dans le maquis, l'histoire sur Robin Oumiabert. Donc ma formation politique vient aussi de la littérature sur l'UPC. Donc moi c'est pour ça que je salue la présence de l'âme du Cameroun dans ces élections. C'est tout un marqueur. Vous comprenez? Je crois que c'est un marqueur, même s'ils n'auront pas peut-être un représentant départemental, c'est un marqueur dans ces élections. Ils auront marqué le coup. Tout à fait. Voilà. Bernard Tchaye, on va terminer avec vous. Vous allez nous dire, mais je crois, vous avez décidé depuis 92 de ne plus jamais être absent à une consultation électorale. Je ne peux pas prendre la parole sans... J'ai comme l'impression, et si vous pouvez me voir de près, j'ai la chair de poule, parce que Ruben Oumniobé vient de renaître de ses cendres. De voir les camarades, les Camerounais en général, qui ne sont pas militants de l'UPC. Qui ne sont pas militants de l'UPC. Ah, ça vous a touché, c'est de... Je comprends pourquoi ceux de cette époque ont donné comme slogan l'âme immortelle du peuple.
peuple camerounais. Parce que mon ami et frère M. Yimkwa, qui n'est pas militant de l'UPC, vient de reconnaître qu'il a lu, pour des raisons d'éducation personnelle, les écritures sur l'UPC. Je peux vous rassurer, Alain Autou, que l'UPC a déjà gagné les élections. Ça, je peux vous le rassurer. Rendez-vous au soir des élections, je veux dire des résultats. L'UPC aura gagné sur deux points. Le premier point, le fait qu'elle aura marqué les esprits. Et le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes s'apercevront que l'absence de l'UPC hier était le fait de l'administration coloniale qui continue et qui continuera à gérer l'UPC. Mais je puis vous rassurer, la récréation est terminée. Pour revenir, il faut dire quand même, c'est la même administration qui vous permet à l'UPC d'être... C'est pour ça que je vous dis que là dimanche. Quand un tribunal de ce pays donne raison à l'UPC, comme a dit mon frère d'en face, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il n'est pas très opportun de tous les jours entrer dans la maison de quelqu'un et donner les ordres. Oui. Alors pour revenir au fait, il faut savoir qu'en 1952, Ruben Oumniobé avait dans ses écritures déjà prévu la régionalisation complète du Cameroun. Donc ces élections régionales aujourd'hui ne sont pas l'apanage d'un parti du parti au pouvoir qui va prétendre avoir amené, je veux dire, apporter ce genre d'élection au Cameroun. Non, l'UPC l'avait prédit déjà depuis des années avant. Donc si Dieu et les ancêtres ont voulu qu'aujourd'hui le tribunal donne raison et que nous participions à ces élections, même sans élus, ça veut dire que nous avons gagné ces élections. Je peux vous rassurer, Alain Autou, rendez-vous au soir des élections, les listes de l'UPC seront plébiscitées, même par plusieurs conseillers municipaux non militants de l'Union des populations du Cameroun, qui auront traversé l'eau du fait de toutes les inféodations qu'on aura fait dans notre parti. La récréation est vraiment terminée. Vive l'UPC et l'UPC est déjà de Et voilà. Barako Nadien, vous êtes l'UPCRN, vous êtes dans le Vouri, vous avez, on va dire, un certain nombre, une quantité, un nombre d'élus, mais vous avez quand même tenu, le PCRN a tenu à être à cette bataille. Qu'est-ce qui motive véritablement le PCRN? Monsieur Serge Alain Autou, pour vous dire vrai, le PCRN c'est un parti jeune, c'est un parti qui vient de naître. Et nous avons décidé de ne pas jouer la politique de la chaise vide. Oui. C'est ça notre but. Le PCRN c'est un parti légaliste. Et toute chose qui va donner chance à la paix au Cameroun, c'est notre préoccupation. Parce que notre président, l'honorable Cabral Libye, a dit, ces élections régionales, elle est là pour to fast forward the process of decentralization. Donc nous ne prenons pas premièrement dans ces élections régionales parce que nous voulons donner la paix, la chance à la paix au Cameroun. Nous voulons donner la chance pour les crises anglophones de cesser parce que si nous voyons vraiment le but d'un conseiller régional, c'est pour pouvoir améliorer ou bien édifier au niveau de la décentralisation. Donc, nous voudrons que la paix revienne dans le nord-ouest et du sud-ouest. That is our first push factor. Deuxièmement, nous participons dans ces élections pour pouvoir nous vendre. Parce que ces élections sont en train d'être du genre, de faire le marketing de notre parti. L'offre que nous voulons montrer à la grande population, l'offre que nous proposons pour le Vouri. Parce que vous allez dire, nous disons que le Vouri, it's a cosmopolitan town. It is a town that is not only meant from the Doualas and the other, but it is filled with all tribes. Camerounais venant de quatre coins. Naturally. And we say that Vouri is the mother bird, dans le poumon du Cameroun. C'est le Vouri qui produit tous les ressources. Nous avons des grandes sociétés, mais le Vouri souffre. Les habitants du Vouri pleurent. Donc le PCRN a étudié toutes les défaillances du Vouri. Et nous sommes sortis avec un projet de société qui va séduire davantage les autres conseillers municipaux oui. Du RDPC, du SDF. Même comme SDF ne participe pas, mais je pense que SDF va nous accorder leur vote parce que notre projet de société à la fin ne va pas seulement bénéficier le PCRN, mais ça va bénéficier tout le monde. Donc voilà le but du PCRN de s'engager dans ces élections. Troisièmement, nous partons dans ces élections pour être connus dans les scènes politiques. Comme moi, je suis jeune politicien, je vais être connu, je vais faire le marketing de mon parti, je vais faire le marketing de notre projet. Donc nous avons trois grandes lignes.
3 push factors that permit us to participate in these regional elections in the Vuri. So, you know, people will say, you guys do not have enough municipal councillors, you have minute, you are the minority. But we are pessimistic, we are positive. We believe that at the evening of these regional elections, we are going to come out with a whole lot of regional councillors. It is a fact, it is a reality. PCRN has the best project for Vuri at this time. Ok. Aristide de Prince Aristide Ngikam, venons-en au fait. Les chefs, le collège des représentants du commandement traditionnel, prenons seulement le cas du nord-ouest et du sud-ouest. C'est depuis des mois que le ministre de l'administration territoriale, après s'être entretenu avec eux, leur demande de rentrer. Et au regard de la situation qui prévaut là-bas, certains ont choisi de rentrer, d'autres pas. Comment vous entrevoyez cette future House of Chief du côté, par rapport au statut spécial, hein, du côté du nord-ouest et du sud-ouest? Écoutez, surtout, on commence d'abord par ceux qui vont élire ces représentants du commandement opérationnel. Oui, ce qu'il faut noter déjà, c'est que, et rappeler, c'est que ceux qui vont élire les représentants du commandement opérationnel, ce sont des chefs traditionnels, oui. C'est-à-dire que de toutes les strates, c'est-à-dire premier degré, deuxième degré, et les chefs de troisième degré, ce sont eux qui composent le collège électoral. Et vous remarquerez qu'à l'issue de cette élection, il y a eu des candidatures. Il y a eu des candidatures, principalement de ce côté-là, de ce côté dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a eu des candidatures. Et vous posez un problème d'insécurité, le problème d'insécurité qui règne dans le Nozo depuis pratiquement plus de 4 ans. Je ne serais pas autant optimiste comme vous en disant qu'il y a un certain nombre de chefs qui sont rentrés. Non, les chefs ne sont pas rentrés. Aucun. Les chefs ne sont pas dans leur chefferie. C'est-à-dire que je ne trahis pas un secret, parce que je ne trahis pas un secret en le disant. Les chefs ne sont pas dans leur chefferie. Vous avez, je vais vous prendre des cas de figure, vous avez une grande chefferie, comme la chefferie de Bali, qui est une très grande chefferie. Le chef, ce n'est pas un secret, vit pratiquement depuis plus de 4 ans à Yaoundé. Vous avez Fontafa, on dira qu'il a, en tant qu'ancien fonctionnaire, il avait sa résidence permanente au niveau de Yaoundé, mais sa chefferie a été brûlée. Il n'a même pas pu inhumer la reine-mère, donc sa propre mère, au sein de la chefferie. Vous voyez un peu? Vous voyez? Donc, on a totalement, avec cette crise, démystifié notre chefferie traditionnelle. Avant, ou alors dans notre tradition, Grassfield et même Sawa, pour ceux qui sont du côté du sud-ouest, les chefs étaient totalement respectés. Aujourd'hui, la crise a fait en sorte que les chefs n'arrivent plus à parler à leurs propres enfants. D'où la profondeur de ce problème. La question. Au-delà même de la légitimité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la légitimité, mais vu la crise, vu le contexte, vous manquez des arguments pour demander à vos enfants de se calmer. Mais voilà, c'est le constat. Je n'irai pas, je m'arrêterai sur ce point pour ne même pas parler d'élite. Parce que là-bas, il n'y a pas d'élite. Il faudrait que les gens cessent d'utiliser ce thème-là n'importe comment. Là-bas, il n'y a pas d'élite. Lorsqu'il y a une élite dans une région ou alors dans un arrondissement ou dans un village donné, lorsqu'il y a un problème, ce sont eux qui prennent la parole pour dire, écoutez, venez, on échange afin de trouver des solutions. L'élite là-bas a foutu le camp. Pas parce qu'elle veut, mais parce qu'elles ne peuvent pas apporter des solutions. Donc, pour revenir sur l'élection des chefs traditionnels de ce côté-là, ce sera, oui, on va faire je ne veux pas dire une simulacre d'élection, parce qu'on ira, vous savez, ce n'est pas une élection de masse, où forcément, avec les cas où il faut forcément loger les bureaux de vote dans les différents arrondissements. On va les concentrer au niveau du département, des départements, au niveau des chefs des départements. Et je peux vous dire même que de ce côté-là, des dispositions sont en train d'être prises pour que tout se fasse au niveau de Outstation, par exemple pour le cas de Bamenda, afin que les forces de maintien de l'ordre puissent s'assurer que garantir la sécurité des uns et des autres. Mais au-delà même de ça, il y a une menace qui couvre de ce côté-là, où des mots d'ordre sont à envoyer pour dire que tous les chefs qui participeront à ces élections seront pris à partie.
seront prises à partie par des séparatistes qui sont de ce côté-là. Donc c'est une grande gêne pour les chefs traditionnels. Lorsque le ministre, le ministre de l'administration territoriale, dans sa communication politique, appelons-le comme ça, dans sa communication politique, invitait les chefs à rentrer dans leur chefferie. Mais j'ai envie de dire contre quoi? Avec quelle assurance? Les chefs ont déserté leur chefferie depuis fort longtemps. Même vous savez que le Premier ministre est chef traditionnel. Vous vous souvenez de la dernière fois où il est allé dans son village? Vous savez qu'au lendemain de sa nomination, sa chefferie a été brûlée. Vous vous souvenez la dernière fois avant sa nomination, vous vous souvenez la dernière fois qu'il a lorsque le chief docteur Joseph John Gauthier doit se rendre dans son village, il doit vous dire. Comment vous savez qu'il ne va pas au village? C'est un chef traditionnel. Oui, comment vous savez que chief docteur Joseph John Gauthier ne va pas au village? Je peux vous rassurer, les gens vivent là-bas. Nous avons des gens qui vivent là-bas. Et ils vous disent quand le chef n'est plus arrivé au village. Le chef vit à Yaoundé. Oui, les fonctions l'ont amené à être permanemment du côté de Yaoundé, même pour la symbolique, et je l'ai toujours dit, même pour la symbolique, avant de demander aux gens de rester, de rentrer, même des populations, même pour la symbolique, puisqu'il a tout, l'armée et tout, même pour la symbolique, il devrait passer un message en disant, écoutez, moi je viens là constamment, je rencontre mes notables, j'échange avec mes administrés, pour envoyer un message aux populations en disant, écoutez, l'armée est garant de votre sécurité. Nous avons tout mis en œuvre pour sécuriser les biens et autres choses. Mais je peux vous dire, ce sera difficile. Oui, on va faire une élection, on va donner des résultats, mais dans le fond, on a envie de savoir, est-ce qu'on va toujours continuer comme ça? Je dis non. On va aller comme ça jusqu'à quand? Je dis non. Donc, pour être encore plus sérieux, vous allez à Manfé, que ce soit dans les chefferies à Kumba. Les chefs ne se montrent plus, disons-le comme ça, ne se montrent plus aux populations comme ça se faisait avant. J'ai encore en image le sénateur, le passe Tif Moukete, qu'on a accusé de tous les noms d'oiseaux parce qu'il avait reçu dans sa chefferie des populations en furie qui estimaient leur mal-être, leur mal-vivre sur la crise anglophone. Tout simplement parce que le Tif Moukete avait dit, écoutez, je vous ai écouté, vous avez forcément raison, mais je pense qu'on peut faire les choses autrement. Tout le monde l'a taxé de tous les noms d'oiseaux, qu'il était un sécessionniste, qu'il encourageait. Non mais écoutez, mais lorsqu'il est parti, puisqu'il vit à Yaoundé, lorsqu'il est parti et qu'il a passé la main à son fils, mais combien ils vont là-bas? Combien ils vont là-bas? Donc je pense que c'est un problème très sérieux, qui ne nous fait pas forcément avancer, mais qui aurait un impact positif si les choses étaient totalement dans la calmie et pour le développement fonctionnel du Cameroun. Ok, Didier Imkwa, il y a l'autre aspect, l'autre collège électoral, c'est-à-dire les conseillers municipaux. Des voix s'élèvent également pour dire qu'ils n'ont pas été bien élus en février 2020. Oui, Serge Alontou, cette élection est-elle légale? Je dis oui. Est-elle légitime? La légitimité, c'est l'équité, c'est vrai, c'est la justice. Ce n'est pas, on ne juge pas l'équité à l'aune de la mobilisation du nombre d'électeurs. Mais avec la crise, le conflit armé du Nozo, on est là en face d'un choix cornélien. Faut-il aller aux élections et assurer et achever le processus de la décentralisation entamé depuis 1996? Ne faut-il pas aller et tomber dans l'ingouvernabilité institutionnelle? On a fait un choix. Aller aux élections et assurer la gouvernabilité institutionnelle. Ceux qui ont boycotté, c'est un peu semblable à la problématique de la poule qui va aller dans un débat où on parle des dents. Vous savez que la poule ne peut pas aller dans un débat où on parle des dents. Elle va attendre le jour où elle aura les dents pour aller dans ce débat-là. Ou bien elle attend que ce débat prenne fin. Alors, moi je pense que il
faut aller à ces élections-là. Il faut aller à ces élections-là parce que, Serge, allons autour, le peuple a besoin de deux choses. C'est le professeur Touda Ebode, le stratège, qui le dit. Qui l'a dit lors d'une... je crois que ça devait être un séminaire que je suivais à partir de la télé, que le peuple a besoin de deux choses. La liberté et le bien-être. Si vous réussissez à offrir le bien-être et la liberté à la population, on vous demandera plus grand-chose. Je vais prendre un exemple que je suis en train de vivre aujourd'hui dans le Grand Nord, Serge Alantou, pour comprendre, pour que vous compreniez pourquoi il faut aller à ces élections. Depuis, je crois, 2-3 semaines, il n'y a pas d'électricité dans le Grand Nord. Le septentrion est un bassin de l'énergie solaire. Mais qu'est-ce que les gens de Yaoundé, je parle là de façon prosaïque, parce que quand on dit les gens de Yaoundé, même ceux qui sont dans les villages savent que c'est le régime. Les gens de Yaoundé ont choisi de démanteler une centrale thermique qui fonctionne à feu lourd, qui a un moteur de gaz à effet de serre, pour aller installer dans le Grand Nord, là où il y a du solaire. Vous imaginez, est-ce que vous comprenez? Ça fait mal pour celui qui est un militant écologiste. Au moment où on doit respecter les engagements du chef de l'État, pris à la veille de la conférence de partis à Paris sur le climat, de réduire nos effets de gaz à effet de serre de 32%, et que l'un des axes majeurs, c'est la promotion des énergies renouvelables. Et là, on a même la chance qu'en développant l'énergie renouvelable, le soleil ici, nous pouvons profiter soit du financement de la communauté internationale, soit du transfert de technologie, soit du renforcement de capacités, parce que nous sommes en train d'alimenter notre façon, nos conditions de réduire, de lutter contre les changements climatiques. Mais eux, ils ont choisi de démanteler cette centrale parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de fournir le fret, le diesel. Ça profite à la mafia. Voilà. Or, le soleil, qui est une énergie durable, aurait dû profiter à toute la population. On aurait dû gagner parce que la communauté internationale va nous accompagner à la lutte contre les changements climatiques. Le coordinateur national sur les changements, le point focal des changements climatiques, nous disait l'autre jour que pour lutter contre les changements climatiques, on parle de 32%, il y a 11% qui dépend de nos propres responsabilités. Nous avons 21% qui dépendent de la communauté internationale. Et la communauté internationale, pour nous accompagner à respecter ces engagements de réduire les gaz à effet de serre de 22%, doit mobiliser 27 milliards de francs CFA. 27 milliards, vous imaginez? Ça veut dire que si nous lançons, si nous installons par exemple les panneaux solaires dans le septentrion, la communauté internationale va nous aider à faire ce travail. Même dans l'entretien, il y a des jeunes qui chôment, on doit leur donner du travail pour l'entretien. Mais les gens de Yaoundé, qui sont dans le jacobinisme profond, choisissent plutôt le diesel parce qu'il faut faire plaisir aux fournisseurs du diesel. Or, s'il y avait déjà le conseil régional, ils n'auraient pas accepté cela. Voilà un exemple simple. Vous êtes un brillant journaliste d'investigation. Dès demain, même dès ce soir, vous pouvez vous renseigner. C'est une hérésie. C'est un contresens. C'est à se demander si ces esclavagistes des néo comprennent même la démarche du chef de l'État. Non, vous n'allez pas porter... Mais c'est grave. Une entreprise... Mais c'est très très grave. Comme celle-là, non, pas ici. Avant cela, nous on a vu... Vraiment, excusez que les auditeurs me pardonnent l'outrance, mon langage outrancier. Avant cela, on nous a parlé, Prince, d'une centrale thermique, mix, biomasse, diesel. Non, centrale thermique, solaire, diesel, en plein forêt équatoriale. Là où il y a la biomasse. Tout simplement parce que il faut faire manger ceux qui fournissent du diesel. Or, avec une élection de proximité, avec un président régional qui a comme planification, orientation stratégique, intègre dans cette démarche les problèmes climatiques, il ne peut pas accepter.
Okay. C'est pour ça qu'il faut aller à ces élections. Voilà, Akouin Nadien, toujours le problème de légitimité pour une partie de l'opposition. On parlait d'un taux de participation de 28%. Du coup, hein, cela pense que les élus de février 2020 ne sont pas le reflet de la volonté populaire. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mr. Sech, when we talk of the legitimacy of the Electoral College, it's like we are putting in doubt the elected members of parliament and the municipal councillors that were elected on the 9th of February. Now, looking at the issue, the other political parties that refused taking part in these regional elections, they put in doubt. But us in the CPNR, we are a pessimistic political party. We are a party that puts everything, puts our focal point, humans and their well-being. So we are partaking in these regional elections, and we call this Electoral College legitimate. It is legitimate because they were the ones that elected the MPs and the municipal councillors that will elect the regional delegates, which will be on the seat of December. So I would just globalize this issue in the aspect of they being how can I call it, a political mathematical calculation, because they know they do not have municipal councillors who will vote for them. It is first of all a failure in the part of a political party, because a political party is out to edify the population. The political party is out to teach the population or to give them on the crew of the governance of a country. Now, if you decide not to take part in an election, makes you illegitimate, makes you a taboo for me, because as a political party, you are supposed to promote the, how can I call it? Because the change of a country can only come through vote. You cannot go on public rally to change a country. No, you must take part in an election. So CPNR qualifies the Electoral College as being legitimate and normal, and we are partaking in these elections to make sure that the resolutions of the Grand National Dialogue should be implemented and to give a chance for peace in the Northwest and Southwest. You know, this Grand National Dialogue was termed a monologue. It was criticized. CPNR, we are so positive in everything we do. We cannot start condemning an election that has not yet taken place. You are supposed to be there for you to take part in that decision. You can see what is happening at the parliamentaries. We have 5 members of the parliamentaries, and I believe we are doing so much work. We are fighting. So that is the goal of CPNR. We are going in for these elections to be able to make sure that decentralization will be effective, to be able to make sure that the centralized state which we have in Yaoundé should be diluted. And we are going to work on that. And on the point that we have minority of regional delegates, we believe that CPNR, it's the political party that still has legitimate hope for the population out there. So many people believe in us, and we cannot afford in letting them down by not going for these regional elections. We are candidating in the noon. We do not have any municipal councillors there, but we got the audacity, meaning we have already won. That is our push factor. We are positive, and we believe that on the eve of the night of the 6th of December, we're going to come out with so many municipal regional councillors, which will work hand in hand to make sure that the Anglophone crisis come to an end, to make sure that the special status promised during the Grand National Dialogue should be implemented, to make sure that the centralized state in Yaoundé be handicapped, and that all Cameroonians will be able to benefit. And we are proposing communitarian federalism, which is knowing who you are, your identity. So we have so much to give out. We have so much to propose to the population. We have so much to bring out, which is, I think, is the best thing, the best project for the Vori. It's from the CPNR political party. Ok. Bernard Djaye, pour vous, ce débat sur ces élus-là du 7 février, qui, pour certains, ne sont pas légitimes à leurs yeux au regard
du faible taux de participation. Qu'avez-vous à dire? Non, au-delà du faible taux de participation, il faut qu'on soit honnête. Quand tout un conseil constitutionnel reconnaît qu'il y a des dysfonctionnements dans les élections, notamment à cause de la crise anglophone, Oui. cela veut dire que ce conseil constitutionnel devrait, en son âme et conscience, n'est-ce pas, je veux dire, demander que ces élections se fassent, ou à moins demander que l'État du Cameroun essaye de résoudre d'abord la crise anglophone afin d'aller à ces élections. Mais ça, c'est l'argument qui a été longtemps avancé par le SDF. Voilà. Par Maintenant, rapport à la perte d'un certain nombre, de beaucoup d'élus dans ce qu'on peut appeler son fief. je ne voudrais pas que vous pensiez que le SDF l'a dit parce qu'elle avait perdu des militants. Je veux dire des élus. Non, le SDF le dit parce que c'est un parti républicain. Oui. Alors quand le SDF parle, il parle parce que le SDF ne serait pas un parti politique qui divise le Cameroun en deux pour rester d'un côté. Il faut la paix dans le sud-ouest et le nord-ouest pour qu'ensemble, cette régionalisation prenne vraiment son corps. Alors, nous avons des chefs traditionnels dans le nord-ouest et le sud-ouest qui n'habitent plus chez eux. Alors, nous sommes tous des Bantous. Un chef traditionnel doit, où qu'il soit, reconnaître et revenir très souvent auprès de ces populations pour réaffirmer et reprendre l'essence même de la tradition qui a fait de lui un chef. Mais ils vont revenir dimanche dans les chefs-lieux. Les verbes commencent les verbes commencent à être... Il a été, on ne va pas dire péremptoire, il a dit qu'aucun chef n'est retourné. Bon, on espère qu'ils vont revenir pour accomplir leur devoir dimanche. J'apprécie votre sens de la conjugaison. Les verbes, les chefs vont revenir. Et quand les élections passeront, ils vont repartir. On joue à quoi? Au chat et à la souris demain? Non. Pour être sérieux, il faut absolument que le conseil, je veux dire le conseil constitutionnel de grâce, fasse une introspection pour se rassurer que malgré les dysfonctionnements, que ceux-là qui vont au moins être des électeurs soient légitimes. Je veux dire, ces chefs traditionnels. Parce qu'un chef ne peut pas parler au nom de sa population quand elle-même ne peut pas se tourner dans sa cour de chefferie et dire « me voici, venez m'aduler ». Beaucoup recevront des tomates sur le front pour dire que si un chef n'est pas légitime, il n'a pas le droit d'être candidat à une élection, il n'a pas le droit de représenter sa communauté. Parce que comme a dit Nadia ici, il faut le reconnaître. Tant qu'un chef ne peut pas être légitimé par sa population, il devient le chef de l'administration. D'où vient-il qu'on crée des salaires pour les chefs? D'où vient-il que les chefs soient nommés et tout ça? Et que quand le père, je veux dire le défunt chef, laisse un testament, celui-ci doit être respecté. Mais on a tout fait tout de torpiller pour inféoder ce chef et le canaliser pour le rentrer dans le système. Mais il y a des chefs traditionnels qui ont cette légitimité, qui ont la légalité, je veux dire l'assentiment de toute leur population. Je vais citer ici par exemple le chef Sa Majesté Kameni Victor, qui est en emphase avec la totalité de sa population, qui lui ont dit va nous représenter et élisez un responsable régional. Nous sommes dans quel département là? Dans le Honkam. Sa Majesté Kameni Victor est chef de 3e degré dans le Honkam, dans un village dans le Honkam qui s'appelle Fongoli, pour dire que voilà l'un des rares chefs qui jouit de toute la légitimité et de tout ce J'assume ce que je dis, monsieur Didier Donné. Kameni Victor n'est pas un chef donné. Il est un chef qui répond et qui a l'assentiment de ses populations. Est-ce que beaucoup de chefs pourront dire et faire autant de comme lui? Ok. C'est pas évident. Si vous parlez voilà, Sa Majesté, tu as Vincent. Je voudrais dire ici que pour répondre à la question qui a été posée à mes deux copanélistes, pour dire que sur le plan de la légalité, les chefs qui vont aux élections, c'est-à-dire que il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que les textes sont avec eux, le droit est avec eux. Mais maintenant, sur le principe de la légitimité, je voudrais vous dire qu'il faut revenir sur le collège électoral. Le collège électoral tranche ce problème. Qui est légitime? Le collège électoral, c'est l'ensemble des chefs traditionnels. Ce sont eux qui vont élire leurs représentants. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent faire des amendements ou alors refuser de participer aux élections. C'est là où le débat de la légitimité peut se poser. Sur le cas des chefs traditionnels,
sur le cas des chefs traditionnels, parlant de cette élection. Donc, il y en a qui sont contestés par leur sujet. Exactement. S'il y en a... Parce qu'ils ont été, entre guillemets, imposés par l'administration. Ça, c'est un problème lointain. Ça dit que si un chef est contesté ou alors a été imposé par l'administration ou alors par un certain nombre de personnes contre le testament de cette chefferie, il faut poser le problème avant. Voilà, on va continuer après le journal parce qu'il est déjà là. Cédric Noufelet, bonsoir. Au menu ce soir. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlons du coronavirus. C'est officiel. Le Cameroun fait face à une seconde vague d'épidémie. Déjà 2000 nouveaux cas enregistrés en l'espace de 4 semaines et aucune nouvelle mesure de riposte n'a été annoncée. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les autres stratégies mises en place par les voisins en Afrique centrale et sur le reste du continent africain? Nous en parlerons dans quelques instants. Nous évoquerons également la campagne électorale des chefs traditionnels candidats au poste de conseiller régional. Ils viennent de recevoir un curieux appui financier venant du chef de l'État. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale, annonçant que c'est un acte de sollicitude du président de la République. Nous en parlerons dans quelques instants. Nous ferons également le point sur ces cas d'agression qui se multiplient à travers le pays, notamment dans les centres urbains. À Yaoundé, un gang de présumés malfrats spécialisé dans le braquage et le vol de bétail a été mis aux arrêts. Les circonstances de leur arrestation, leur mode opératoire, on en parlera dans quelques instants. C'est jamais. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufelet pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Ba Akwen Nadier du PCRN, Didier Impoa du FSNC, il est là, Prince Aristide Ngekam et Bernard Tchaye de l'Union des populations du Cameroun. Bernard Tchaye, un appui financier aux chefs traditionnels, quelques 2 jours avant la fin de la campagne. Comment vous accueillez ça? Quelqu'un avait chanté que voilà ça qui arrive, voilà ça ou voilà ça. Le montant n'est pas dévoilé. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le montant? Le chef de l'État, son excellent Paul Biya, n'est pas le chef de l'État des chefs traditionnels. C'est le chef de l'État de tout le peuple camerounais. De grâce, c'est nos impôts, c'est nos avoirs. On devait nous dire que le chef de l'État, dans sa grande sollicitude magnanimité et sa magnanimité, a donné un appui financier de tel montant. Voilà le chef traditionnel qu'on vient d'acheter, à Mondo Vision. Mais en cette élection, ressemblons à quoi? Chacun qui aura pris quelque chose devra chanter la chanson qu'on va mettre dans l'isoloir. Et bienvenue une élection régionale qui aura déjà une autre connotation. Pourtant, nous parlons de décentralisation et de la mise sur pied de ce processus qui a commencé en 1996. Non, mais il y a un problème quelque part. Ne fût-ce que le montant, ne serait-ce que nous sachions le montant. On ne nous dit pas le montant. Les gouverneurs sont donc chargés de remettre quoi? Les gouverneurs ont le montant. Si les gouverneurs ont les montants, dites-les nous aussi. Si on remet un gouverneur 1 million pour chaque chef et qu'il décide, puisque les montants ne sont pas connus, de leur remettre ce qu'il voudrait. Mais attends, qu'est-ce qu'on va faire? La CONAC va encore entrer au travail? La NIP va encore se charger de cette histoire? Non, c'est Alain de Grâce. Excellent, monsieur le chef de l'État, pour communiquer le montant, pour que les Camerounais sachent avec quelle sauce on va les manger. C'est qui n'a pas communiqué? C'est le ministre qui sort le communiqué ou bien le président? Tout part du chef de l'État qui, dans sa... Donc vous voulez dire que le ministre de la Terre n'a pas le montant? Je ne l'ai pas dit. Mais le donateur devrait au moins dire... C'est le président qui a demandé au ministre de ne pas donner le montant? Peut-être. Mais pourquoi cacher? Pourquoi ne pas donner le montant? Ce n'est pas l'argent du chef de l'État. C'est l'argent du peuple camerounais. Donnez-nous le montant. Donc vous avez un problème avec le montant qui n'est pas dévoilé. On doit le connaître. Oui, mais Aristide, dans le Nord, il n'y a pas de lumière. Et vous cachez les montants d'argent. Ce qui vous dérange dans cette sortie du ministre Tangandji,
C'est qu'on n'a pas donné le montant. Voilà, c'est pas le problème. Oui. Vous avez un problème avec cette sortie? Non, je pense que je n'ai pas de problème avec cette sortie. Je n'ai pas de problème avec... Non. Cet appui financier, non? Moi, je pense que c'est légitime. Oui. C'est légitime. Vous savez que les partis politiques reçoivent des appuis, de la part du gouvernement de l'État du Cameroun. Comme ça, l'État du Cameroun. Les partis, c'est pas une particularité camerounaise. C'est pas une particularité camerounaise. Donc, à l'occasion, lorsque des gens vont... ça ne voudrait pas aussi dire que lorsqu'on donne un appui financier aux différents partis, qu'ils n'ont pas leur cagnotte. Tous les partis ont d'abord leur cagnotte, cotisée par leurs militants, qu'ils utilisent pour les différentes campagnes. Mais maintenant, l'État a, dans les textes, donne un appui pour accompagner les différents partis politiques. Donc, il s'est trouvé que les chefs traditionnels se sont aussi dit écoutez, si on donne des appuis consistants ou alors des appuis aux partis politiques, il est bien normal qu'on donne, je ne dirais pas leur part, qu'on les accompagne aussi à battre campagne. Quelqu'un disait ici sur le plateau en off que la campagne se fait chez les chefs traditionnels dans le collège, au sein du collège électoral. Mais ça nécessite un coût. Je vais vous prendre un cliché. Vous avez par exemple dans le département du Logon et Chari, ils sont plus de 1300 chefs. 1300 chefs, il y a 4 listes là-bas. Et vous vous rendez compte que les différentes listes doivent se déplacer dans les 10 arrondissements où sont logés ces différents chefferies. Donc, c'est les électeurs. Donc, ça nécessite un coût, un bon coût financier dont il faut tenir compte. Donc, je pense que maintenant, la revendication de ces chefs-là va susciter une sorte de réflexion pour qu'on puisse acter prochainement dans les autres élections régionales versus la particularité des chefs, pour les chefs. C'est-à-dire qu'il faut acter. Il ne faudrait pas que ce soit toujours une sorte de magnanimité du président de la République. Permettez que je lise l'article 284 du Code électoral. Il dit exactement par rapport au financement public des campagnes électorales et référendaires. L'article 244, dans son alinéa premier, dit « L'État participe au financement des campagnes électorales et référendaires par la prise en charge de certaines dépenses des partis politiques ou des candidats. » Alinéa 2, la participation de l'État aux dépenses visées à l'alinéa 1 ci-dessus est inscrite dans la loi des finances de l'année de l'organisation de la consultation électorale ou référendaire. Vous comprenez que ce n'est pas juste... C'était pas prévu pour les chefs. Oui, c'était pas prévu. Donc c'est normal que le président appuie ces chefs traditionnels. Je pense que le président a le droit, et même pas le droit, le devoir. Oui. Le devoir de le faire, parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité au-delà, au vu l'importance. Si on ne peut pas en même temps dire que l'élection régionale est importante pour nous, et accompagner les partis politiques et ne pas accompagner les chefs traditionnels. Donc je pense que c'est une demande qui a été faite par les chefs, qui est légitime, et le président de la République a répondu à cette demande. Mais maintenant, comme nous sommes en République, et il faut être légaliste, il faut le acter. Il faudrait mener une réflexion pour que prochainement ce ne soit pas une sorte de magnanimité. Pour le problème que soulève mon frère Tchaï Delu, un appui financier. Donc, pour le problème que soulève sur le montant, on tardera pas à le savoir. C'est-à-dire le communiqué du ministre n'a pas totalement donné tous les détails de l'affaire, mais tout au moins, on indique dans le communiqué que les gouverneurs vont se charger dans les différentes régions de remettre cet appui. Et je peux vous rassurer que d'ici demain, cette dotation spéciale, je peux vous rassurer que d'ici demain, les langues vont se délier et ce ne sera pas un secret de polichinelle. On donne aux gouverneurs jusqu'à jeudi. Hein. Exactement. Demain. Vous savez que voilà. Vous savez que et ça rejoint le fait de l'appui. Ça dit que on ne finance pas totalement votre campagne. C'est l'appui. C'est un appui. Donc, par conséquent, je pense que moi, en tant que journaliste, il y a des chefs traditionnels qui font le tour. Hein? C'est-à-dire que l'appui vient trouver les dépenses qui ont été engagées, comme les différents partis politiques. Je me souviens, avant le lancement de la campagne, il y a un certain nombre de partis politiques qui se plaignaient du fait que le ministère n'a pas encore mis à leur disposition et l'appui qui leur revient de droit. Et à raison, parce que tout le temps c'est comme ça, c'est souvent
en milieu de campagne, c'est-à-dire que pendant la période de campagne. C'est voulu ou comment moi je pense que c'est malsain. C'est malsain. Il faut faire les choses. Il faut faire les choses normalement. Voilà. Il faut faire les choses normalement. Il faut cesser qu'on puisse toujours considérer le Cameroun comme si c'était un endroit. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun n'est pas un endroit. Le Cameroun c'est un pays. Et il faut faire les choses dans les normes et dans la légalité républicaine. Donc je pense que au-delà de ce qui est dit sur l'appui, il ne faut pas le prendre comme ça. Je pense que les chefs ont raison de le réclamer et le président de la République a répondu à cet appel. Voilà, merci. Ben, Akouane, pour vous, comment vous accueillez ça? Les chefs, vous avez raison de revendiquer, parce que les partis, PCRN, vous avez été appuyés pour ça, mais les chefs aussi qui vont à cette consultation, ça devrait aussi d'avoir quelque chose. Et c'est ce que le président a fait. Monsieur Serge, je vais parler sur ce thème en deux thèmes. Oui. I'm going to talk about equity and legality. Yes. Equity means you were not supposed to have, but you have. While legality means law is law. According to what you read now, the law did not preview that the traditional chiefs will be helped for their campaign. Non, on n'a pas précisé, on a dit des candidats. Yes, they are candidates, but voilà. They are candidates. Les chefs sont des candidats aussi, non? Voilà. Je pense que c'est un manquement. Oui. C'est même un manquement dans la conception. Oui, il faut réacter. C'est un manquement pour ceux qui ont réfléchi. Non, on a dit des dépenses des partis politiques ou des candidats. Est-ce qu'on doit préciser que les chefs sont des candidats, justement. Voilà, ils sont des candidats. Oui. Okay, like I was saying, I was talking about equity and legality. Equity means something that's normal, meaning you are not supposed to have, but you have because of equity, for people to be at the same base. While legality means it's law, law is law. According to what you just read from the Code Penal, Article 284. We spoke of candidates, and these traditional chiefs, the electoral code, these traditional chiefs are candidates for the regional elections too. So for me, I think it's a normal thing for the president to do this benevolent act, because they too will be going out for campaign, and they need money. What about the time that money is coming? The timing, it's wrong, but it's better late than never. Yeah, better late than never. Yes, it's better late than never. So to me, I applaud the benevolent act of the president, helping these traditional rulers to be able to pursue their campaign. But there is a problem, because the amount was not surfaced. We don't know what has happened with the amount, because it becomes like a mumbo jumbo in the air that you gave out something, but we do not know what is happening. It means there is a problem of governance in every aspect in Cameroon. Normally, the amount was supposed to be made public. Nothing should be hidden. It is something which you have done. You were supposed to render it public. Okay, the governors, are you sure they are going to give what was supposed to be given to these chiefs? So it's going to create another chaos. Non, même lorsque le ministre Paul Atangandi invite souvent les formations, il dit que le financement est prêt. Ouais. Le financement est prêt, mais le montant n'a pas été annoncé. Les montants ne sont pas souvent les mêmes. Les montants sont proportionnellement. Normalement, le président ou Atangandi devait sortir avec comment ça, les partages doivent être faits. Pour être légal, pour être dans les termes qu'il n'y a rien à cacher. Nadia, j'ai dit, lorsque le ministre Paul Atangandi fait très souvent, il fait souvent ses sorties, il dit que le financement est prêt. Il s'arrête là. Il n'a jamais donné de montant. Oui, voilà. Il commence à donner le montant. Oui, normalement, il devait le rendre public pour que tout le Cameroun connaisse que this is what will you receive. This is what you will receive. For the air not to be tense, because at the end of the day, we are going to discover that it's going to create another fight between these chiefs. It's going to create another air of terror in Cameroon. So for the government or for the president to become normal, he would have told the Minister of Territorial Administration that rather do the division, let everyone see, and I am a candidate as a chief. I know that this is the amount I'm supposed to receive. Because at the end of the day, if my friend receives more than I am, I'm going to start fighting. We're going to start quarreling. So normally, it is never late. It is better late than never. But the problem is, they were supposed to do the way, they were supposed to render the way the partage doit être fait. Donc, il devait dire comment le partage est fait. Pour que, so that the air of Cameroon should not be tense at the end of the day.
Voilà, Didier Imko, moi je vous prends sur un autre aspect du communiqué. Non, permettez, j'essaie. Répondez d'abord, je pense sur ce point. Okay. Cette phrase du ministre Paul Tangandji, il dit « Ce geste traduit la constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels. » Ça veut dire quoi pour vous? Constante sollicitude. Oui, c'est Jeannot, je veux répondre à votre question. Oui, vous voulez d'abord... Non, je ne reviens pas, c'est très bien. Okay. Permettez-moi de féliciter notre compatriote Jamal, qui vient de recevoir le prix concours au lycée. Oui. Il faut la féliciter. Mais au-delà, il faut dire aux Africains qu'il faut qu'on sorte de cet appendice colonial. L'Afrique peut s'organiser après 60 ans d'indépendance pour son concours. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de pleurnichard à chaque fois on n'a pas eu tel prix? Vraiment, il faut qu'on sorte de cette décolonisation-là. Deuxièmement, le communiqué de monsieur... J'ai un problème avec le communiqué du ministre. Je vais convoquer ici un concept. La manisation des actes du chef de l'État. C'est pourquoi je vous prends sur cette phrase. Voilà. C'est la sacralisation de la manisation. C'est-à-dire l'acte du chef de l'État est comme une manne qui tombe du ciel. C'est-à-dire il y a une substitution de l'action publique aux actes du chef de l'État. Parce que vous avez bien fait de lire l'article 284. Dedans, il n'est pas dit que c'est le trésor public qui finance les campagnes. Donc c'est le même trésor qui devait financer la campagne des chefs. Monsieur Attan a dit la sollicitude du chef de l'État. On met le chef de l'État en avant. L'autre jour, je parlais de l'anthropomorphisme, l'anthropomorphisme c'est-à-dire la figure, on a une figure humaine à l'État. Chaque fois, c'est le président Biya qui a fait ci, chaque fois, c'est le président Biya qui a fait ça, chaque fois, c'est le président... Non, alors que l'article 244, l'État participe. C'est l'État. Le président Biya n'a jamais dit qu'il est l'État. Comme disait Louis XIV. C'est les chefs qui ont sollicité le chef de l'État. Ils ont sollicité. Ils ont sollicité le chef de l'État. Oui, le gouvernement a donné. Comment? Mais c'est le gouvernement qui donne, non? Cet argent, c'est le trésor public. Donc il faut qu'on laisse le chef d'État tranquille, vraiment. Donc vous voulez dire que le ministre Paul Tangandji... Oui, moi, vous m'avez posé un problème. Moi, je réponds par rapport à mon ressenti. J'ai parlé d'anthropomorphisme, de la figure de l'État. Donc il faut qu'on sorte de cette manisation du Mais il dit ce geste traduit la constante sollicitude ça, c'est un discours, du chef de l'État à l'endroit. Moi, je veux comprendre. Oui, constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels. Oui, ça veut dire quoi? Cela participe... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le chef d'État qui a donné. Voilà. Non, il dit constante sollicitude du chef de l'État à l'endroit des chefs traditionnels. C'est-à-dire il aime les chefs d'État. Ah, ok. Les chefs il aime beaucoup les chefs d'État. Okay. Peut-être parce que nous, les Nongui des Nongui, oui. Il aime ses pères, les chefs de l'État. Mais c'est pour ça que s'il faut faire une analyse, il faut faire une analyse politologique, l'analyse des faits. Cela participe de ce concept, la manisation des actes du chef de l'État. Et puis c'est un discours récurrent. Oui. Le chef de l'État a donné les banques, le chef de l'État a conçu le pont, le chef de l'État... Non, il faut qu'on laisse le chef de l'État tranquille. Le chef de l'État constitutionnellement... Le chef de l'État constitutionnellement a un travail sur les politiques sectorielles. La Constitution le dit. Mais il y a le gouvernement pour l'action publique. Exact. Là, nous sommes pas là dans le champ du droit pénal. L'action publique, c'est le gouvernement. La loi, le code général des collectivités territoriales est clair. C'est le trésor public qui finance la campagne. Donc, c'est le trésor public qui doit financer la campagne des chefs. Donc, il faut qu'on laisse, que le monsieur Attan laisse le chef de l'État là où il n'a plus que ça à faire. Ok. Je pense que c'est l'homme politique qui s'est exprimé au-delà sous le sceau, sous le manteau du ministère de l'administration territoriale. Lorsque le ministre, peut-être Didier refuse de répondre, le ministre fait référence, ou alors l'homme politique Paul Tangandji fait référence au salaire donné par Didier accordé au salaire. Il dit bien constante sollicitude du chef d'État à l'endroit des chefs traditionnels. Je voudrais faire un rectificatif ici, il faut que ce soit clair. Le chef de l'État, M. Biya, n'est pas chef traditionnel. C'est un titre, c'est un titre honorifique. Le chef de chef. Oui, c'est un titre honorifique. Il n'est pas chef traditionnel. C'est-à-dire que vous allez en Bromeka, là où il est. Il n'est pas chef traditionnel. Il y a un chef traditionnel là-bas. Il y a un chef traditionnel là-bas. C'est-à-dire que cette histoire de Nongui, on le chante partout, c'est un titre honorifique. C'est comme vous pouvez dire, mais quoi peut venir chez moi à Banca, mon frère, le chef qui est là actuellement, lui donne un titre honorifique. Et c'est comme si nous avons des notables chez nous, qu'on appelle le chef des enfants.
mais pourtant il n'est pas chef traditionnel. Donc le président Biya n'est pas chef traditionnel. C'est un titre honorifique. C'est comme un notable. C'est comme un notable. Donc, pour revenir sur le sujet, donc, je pense que le ministre fait référence ici au salaire qui a été attribué au chef traditionnel. Mais j'ai un problème. Et c'est bien fait que CRCS puisse rappeler l'article. On parle des partis de financement d'appui sur les partis politiques et des candidats. Ici, je pense que ici les chefs sont des candidats et c'est pour ça que j'ai un problème. Et c'est pour ça que j'ai un problème sur l'opérationnalisation ou alors la mise en exécution de cet acte. Oui, c'est en principe, on devrait le prévoir dans la loi de finances 2021. Ça n'a pas été prévu. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un manquement. C'est un manquement pour ceux qui étaient chargés de la mise en exécution de cette... Non, les chefs n'avaient pas besoin. Voilà, les chefs n'avaient pas besoin. Exactement. Les chefs n'avaient pas besoin. Des régionales. Voilà, exactement. Prévoir ça. Et donc, les chefs, en principe, n'avaient pas besoin de faire une demande, demander au président de la République. Donc, je pense que le président ici, il ne faut même pas féliciter ce type d'acte. Parce que le président ici fait du rattrapage. Parce que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Est-ce que c'est la faute au président alors? Mais la faute celui qui a fait le communiqué. Non seulement qui a fait, même pas forcément qui a fait, à tout le gouvernement, à toute la chaîne qui était censée acter. Qui a parlé de constante maniabilité. Non, je pense d'induire tous les décideurs de cette loi. Je dis le fait déjà de ne pas l'inscrire dans la loi de finances, de ne pas le prévoir dans la loi de finances 2021, c'est un problème. C'est une incompétence. Voilà. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, c'est une sorte d'incompétence. Et par conséquent... 2020. 2020, autant pour moi. C'est déjà une incompétence. C'est une incompétence. Donc, les chefs ici, je leur ai dit, n'avaient pas besoin de faire une demande spéciale. Parce que c'est une demande spéciale en disant, écoutez, en faisant une sorte de transposition, en disant, écoutez, nous avons, les partis politiques ont bénéficié, ils sont candidats comme nous autres, nous ne comprenons pas pourquoi nous devrons pas autant aussi bénéficier. Et du coup, un ministre avec sous le manteau de l'administration territoriale le déifie le président de la République en disant, écoutez, c'est comme si c'était un don, un don spécial ou une manne qu'on servait aux chefs traditionnels. Cessez d'infantiliser les chefs traditionnels au Cameroun. C'est dans le principe des choses, c'est un droit. C'est un droit. Quand vous lisez la loi et toi, c'est un droit. C'est un droit. Et on ne remercie pas quelqu'un qui fait son travail. Écoutez, au Cameroun, on a l'habitude de remercier les gens pour tout. Non, le président a donné... J'ai vu le ministre Atangandi aller à l'extrême nord, parce qu'il y a eu des maisons qui se sont brûlées là-bas, du côté de Guidé et autres, en disant, le chef de l'État m'a envoyé. Bon, voilà. Le chef de l'État vous envoie faire votre travail. C'est la manisation du chef de l'État. Je vous ai dit, est-ce que vous savez que depuis le 2 juin, il y a le fleuve Logone est sorti de son lit. Oui. Plus de 15 000 personnes vivent dans la rue et dans des camps en plein. Et que notre télévision a fait tout un reportage, au moins est revenu dessus au moins sur 2 semaines. Mais un seul membre du gouvernement ne s'est pas déplacé. C'est-à-dire que le ministre Atanga dit, parce que la direction de la protection civile est logée au niveau du MINAD. On ne les a pas vus. Le ministre était à Marois. Il n'a pas daigné se rendre à Kousseré pour rencontrer les déplacés et autres sinistrés. Il n'y a que les sapeurs-pompiers du général Mahamat Kotoko qui apportent un tout petit peu de soutien pour les déplacements de ses habitants d'une rive à une autre, dans une ville comme Kousseré. On devrait interpeller ici le ministre du Développement urbain parce que c'est un problème grave. On devrait interpeller ici le ministre de la Santé parce qu'il y a une promiscuité de ce côté-là qui est intolérable. Non, vous avez vu le ministre de la Santé, il s'occupe, il parle de la... Il y a une nouvelle vague, une deuxième vague. Non, mais je vous dis, il est au Covid. Il est au Covid, mais il y a un problème de santé publique au niveau de Kousseré actuellement, où les gens vivent dans la rue, où les gens font des selles en plein air, où les gens font des selles en plein air, où vous avez plus de 5 ans des sinistrés. Ils sont totalement abandonnés depuis le 2 juin. Le ministre de l'administration territoriale s'est déplacé à Marois. Il n'est pas allé là-bas les rencontrer.
Il attend que le chef de l'État, le président Biya, que nous parlons comme ça, que le président Biya suit et lui dit, écoute, va faire ton travail. Et pourquoi après on dit, le président Biya m'a envoyé. Mais quelle est cette histoire où chaque ministre se déplace en disant, le président m'a dit, pour un job description. Parce que lorsque vous êtes ministre, vous avez une feuille de route. Qui émane de votre ministère. Vous avez une feuille de route. Okay. Vous n'avez pas besoin que c'est le président Biya qui vous envoie faire votre travail. Le problème n'est pas le président Biya. Le président Biya n'a jamais dit que l'État, c'est moi. Voilà. Il n'a jamais parlé comme lui, que l'État, c'est moi. Le président Biya n'a jamais demandé qu'on donne sa face à l'État. Ceux qui choisissent, qui kangourisent, c'est-à-dire qui pour, je ne sais pas, cacher, je ne sais pas quoi. Cacher leurs incompétences. Voilà, affiche le chef de l'État, c'est leur problème. Maintenant, nous sommes dans la décentralisation. Vous avez édité un certain nombre de problèmes, toute une nourrière de problèmes à l'extrême nord. Je peux rassurer ici à tous les conseillers municipaux qui nous regardent, le FSNC est prêt à assurer la transition écologique du Grand Nord. Merci. Nadia, your last word? You're coming to the end of the program. Yes, I want to talk on, amplify on the traditional chiefs that have been... You have something to say to those who are going to vote on Sunday? Yeah, my name is Abba Akwenadi. I'm a candidate for regional elections in the Vuri, and I'm from the CPNR political party. And the CPNR political party simply tells you that you guys from the other political entities should come and join us so that we can better change Vuri. Because CPNR has the best project for Vuri. CPNR has what it takes to bring back Vuri to its feet. You know, Vuri, it's the cosmopolitan place where you find all the great companies and all, it is le poumon du littoral. Mais nous allons constater que les habitants du Vuri souffrent. C'est pour ça que vous allez constater que le PCRN a étudié le Vuri et nous sommes sortis avec un projet de société qui va séduire des avantages les conseillers municipaux des autres partis politiques. C'est ça notre but, c'est ça notre force. Dans le PCRN a un projet de société qui va bénéficier tout le monde, les gens du RDPC et même les conseillers municipaux du SDF. Nous les appelons. You guys should come with us so that we can be able to change Vuri. I tell you guys, you have the knife and the yam. The way you cut it, that's the way you're gonna fish it. Merci. So we call upon you. Merci Bernard Thiaye. Vous n'êtes pas candidat. Oui, je ne suis pas candidat, voilà. Mais l'Union des populations du Cameroun est présente au littoral, et dans le Vuri autant pour moi, et dans la Sanaga maritime. Je vais juste rappeler une phrase d'Ernest Ouandjé qui avait dit « Rien de sérieux ni de concret ne peut se faire et ne se fera au Cameroun sans prendre en compte les aspirations de l'Union des populations du Cameroun. » Okay. Un militant de l'UPC ne quitte pas la barque. Tous ceux qui ont décalé un temps soit peu, rentrez chez vous, l'Union des populations du Cameroun vous recevra et votez massivement la liste du camarade Tam dans l'Union Ekele et celle du camarade Palais dans le Vuri. Ok. Aristide, rapidement, en 30 secondes. Mais en 30 secondes, je voudrais encourager ceux qui ont eu ceux qui sont candidats aux élections régionales, en principe, l'UPC et tous les autres partis, le PCRN de mon ami Cabral, le RDPC, mais surtout je me plains de comment ça va se passer. Je m'interroge sur comment ça va se passer dans le nord-ouest et le sud-ouest. Quelle est la légitimité que cette élection aura là-bas? Quelle sera la conséquence ou alors l'implémentation de tout ce qui va se faire. Le grand dialogue national. Voilà. Le grand dialogue. Le grand dialogue, le simulacre de dialogue qu'il y a eu à Yaoundé, les gens l'ont régné, même les chefs traditionnels de l'Ouest ont redemandé un dialogue franc et sincère avec les véritables représentants. Merci, cher monsieur, d'être venu. Merci, madame. Nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain, 19h, pour un autre numéro Equinox Soir. Bonsoir, leur majesté.